Je vais étudier une doctrine qui va m'expliquer des choses cachées, donc je vais m'intéresser à l'ésotérisme, et d'un autre côté, je vais mettre en pratique toute cette connaissance pour me livrer à des expériences, et donc je vais faire de l'occultisme. Donc comme ça, j'aurai toute la panoplie de l'explorateur de l'étrange. Dans un entretien précédent, nous avons donné des pistes permettant de discerner des différences entre l'ésotérisme et l'occultisme. En effet, beaucoup de personnes confondent les deux choses, y compris d'ailleurs les personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, nous allons tenter de voir des points communs ou des passerelles. Ce sont des points communs que cherchent les personnes qui sont en prise avec ces domaines-là, notamment à leur début ou à un moment donné de leur avancement. Les deux domaines parlent finalement à des personnes qui cherchent autre chose que ce qui leur est proposé dans le monde courant, banal, on va dire. Leur différence essentielle serait que l'un se préoccupe de la théorie, de la doctrine ou de la pensée, ce serait plutôt l'ésotériste, et de l'autre côté, ce serait plutôt le domaine pratique qui va concerner, ce serait plutôt les occultistes. Et donc certains peuvent se dire la chose suivante: je vais étudier une doctrine qui va m'expliquer des choses cachées, donc je vais m'intéresser à l'ésotérisme de ce fait, et d'un autre côté je vais mettre en pratique toute cette connaissance pour me livrer à des expériences, et donc je vais faire de l'occultisme. Donc comme ça j'aurai toute la panoplie de l'explorateur de l'étrange. En pensant comme ça, on estime que l'un est la carte, ce serait l'ésotérisme, la carte de mondes inconnus, et l'autre serait le territoire lui-même, ou le voyage réel que l'on fait, et là ce serait plutôt de l'occultisme. Alors la question c'est, est-ce que l'un est la carte et l'autre le territoire ? Eh bien non, l'un n'est pas une explication de l'autre, et réciproquement, et nous allons voir pourquoi. L'ésotérisme se réfère à l'exotérisme, c'est-à-dire au monde standard, celui des sens, mais pour lui donner un sens, une métaphysique différente. L'occultisme ne se réfère pas au monde standard, celui des sens physiques, mais à des mondes inconnus, sortant précisément des perceptions que nous pouvons avoir avec nos sens habituels, pour tenter éventuellement de savoir de quoi ces mondes-là sont constitués. Nous avons donc d'un côté des ésotéristes qui se placent en surplomb par rapport aux sociétés humaines. Ils gardent leur secret vis-à-vis de ce monde qu'ils appellent profane en établissant une sorte de cordon sanitaire, si on peut dire ça comme ça, que représente l'initiation. Et de là, ils établissent une métaphysique qui leur est propre et qui leur sert de grille de lecture. Et nous avons d'un autre côté des occultistes qui traitent non pas avec notre monde, le monde standard, mais avec des mondes inconnus, qui sont divers, variés. Ils ont affaire à des forces ou des entités qu'ils ne connaissent pas, et quels que soient ces mondes, ces forces ou ces entités, ils en restent à la marge. Parfois, ils tentent de théoriser ce dont ils font l'expérience, et souvent, ils tentent de communiquer les résultats de leur expérimentation. Nous verrons dans un autre entretien comment l'un et l'autre s'adressent au monde standard en réalité, et comment vous, lorsque vous êtes confronté à l'ésotérisme ou à l'occultisme, vous pouvez vous trouver concerné ou embarqué, et aussi quel est le comportement de ces disciplines par rapport à vous. Mais des ésotéristes peuvent-ils s'intéresser à l'occultisme, et des occultistes peuvent-ils s'intéresser à l'ésotérisme ? Bien sûr, un ésotériste peut s'aventurer à spéculer sur des mondes occultes. Bon, concrètement, ces personnes sont plutôt à la marge dans leur milieu ésotériste. Et même potentiellement, ils seront mal vus des autres ésotéristes s'ils vont faire des spéculations sur les mondes occultes en général. Parce que pour les ésotéristes stricts, la priorité est de s'occuper du monde profane à la lumière de ce qui est sacré pour eux. C'est-à-dire la doctrine ésotériques dont ils ont hérité ou qu'ils souhaitent transmettre, ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'aller fricoter avec des pratiques exposant à des forces qui ne sont pas repérées par la doctrine ésotérique ou qui ne correspondent pas seulement à des symboles ou à des objets spéculatifs, des conceptions et autres. Et c'est vrai que l'ésotérisme, on l'a vu, cherche plutôt à s'affranchir de l'exotérisme, pas forcément pour proposer une voie pratique ou pragmatique, particulièrement une pratique dans laquelle l'être humain ne serait pas dans une situation de contrôle de la situation. Les ésotéristes aiment bien le confort de la position en surplomb par rapport donc au monde qu'ils désignent comme exotérique, et le sentiment de faire de la métaphysique comme s'il s'agissait d'une transgression en quelque sorte. Maintenant, d'une manière très concrète, très pratique, l'ésotériste qui va être confronté à une pratique occulte, ça va l'obliger à adopter une doctrine
concrètes, qui ne soient pas spéculatives. Et il devra faire appel à des attitudes différentes puisqu'il n'aura pas affaire à des instances qui sont un peu comme lui et qui pensent juste différemment, ou alors à des instances qu'il pourra qualifier d'exotériques et qui ne sont pas initiées, mais il aura son humanité, son intérieur à lui qui sera face à des forces potentiellement non humaines, et là il n'y aura pas la même attitude ni la même posture, bien évidemment. Donc vous le comprenez, on ne parle même pas du même monde, c'est un monde occulte. Et la posture ne peut pas être la même. L'ésotériste est obligé de s'adapter et de changer de posture par rapport à un monde qui n'est pas le monde exotérique, mais qui est un monde occulte et caché jusqu'à présent à ses propres yeux. De leur côté, les occultistes n'auront pas forcément besoin de se doter d'une théorie vis-à-vis du monde exotérique, parce que là n'est pas le sujet principal. Maintenant, il arrive, et ça arrive assez souvent d'ailleurs, que des entités qui sont consultées, ou des forces, ou des intentions, formulent des idées, avancent des conceptions pour nourrir l'intellect des pratiquants occultistes. Et bien sûr, eux-mêmes, les occultistes, s'empressent à ce moment-là de diffuser ces sortes d'enseignements, comme ils les appelleront, au monde entier. Ça donne des productions, par exemple, qu'on a vu Dialogue avec l'ange ou Communication avec Dieu, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Mais ce genre de situation pullule, et vous en reconnaîtrez d'autres que vous avez déjà consultés de votre côté. Et dans ces cas-là, les personnes qui reçoivent ces messages ne se réfèrent pas vraiment à l'ésotérisme, mais à des choses qu'ils ont reçues en message privé. Encore une fois, ils vont dire que c'est angélique, que c'est divin, que c'est ceci, que c'est cela, etc. Mais ils n'ont pas besoin d'aller se référer nécessairement et explicitement à des éléments d'ésotérisme ayant nécessité, par exemple, une initiation ou se référant à des symboles ou à des morceaux de mythes, etc. Maintenant, il arrive aussi que les occultistes se construisent une théorie ad hoc, une sorte de théorie générale qui va diriger la pratique. La formulation sera parascientifique ou para-religieuse, mais ne sera pas dictée par des entités, on va dire des mondes occultes. Ce seront les personnes qui vont élaborer ces systèmes-là. Par exemple, je pense au spiritisme, qui a créé une sorte de théorie sur les esprits pour expliquer, pour justifier et aussi promouvoir la pratique du spiritisme. Mais cette théorie, elle-même qui a été créée, est en arrière-plan de la pratique. Elle permet de donner un cadre, c'est tout. Certains médiums, voyants, ou même des gamins qui se testent aux tables tournantes ou aux planches Ouija, bon j'ai déjà fait un entretien à ce propos-là, n'ont aucune connaissance théorique de ce qu'ils mettent en branle vraiment. Et c'est ça l'occultisme. La théorie peut venir avant, après, ou pas du tout, c'est totalement indépendant de la pratique. Ce qui compte, c'est la pratique. J'indique au passage que la théorie spirit n'a rien d'ésotérique, pas plus que les messages dont je parlais à l'instant, ou ce que disent les médiums en général, n'a rien d'ésotérique bien souvent. Les entités qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas discernées et qui exercent une sorte de fascination sur les âmes humaines ont toujours existé. Ça nous renvoie à poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde occulte en réalité ? Qui peuple le monde occulte ? Alors j'aborderai ce sujet si vous le souhaitez, simplement faites-le moi savoir. Mais ce qui permet de dire que le spiritisme n'est pas ésotérique, c'est qu'il ne se réfère pas à un exotérisme, mais à une réalité occulte, qu'il prétend expliquer, dont il prétend détenir les clés. Et cette théorie repose sur des affirmations, sur des certitudes, sur des croyances qui s'imposent un peu comme des dogmes. Et certains spirites parlent de leur pratique à la façon d'une religion. Leur pratique trouve une explication théorique qui, pour eux, est indiscutable. Alors bien sûr, je me réfère aussi à l'abbé Julio, dont il a été question ici également. Alors lui, il a dû mélanger la théorie spirit, mais comme la pratique de consulter les morts était interdite dans l'Église et incompatible avec son statut de abbé Julio, il a utilisé une pratique différente que le spiritisme, il a utilisé la radiesthésie, qui à cette époque-là avait carte blanche apparemment. Et il a mis au cœur de ce dispositif des prières qui avaient fait partie d'un corpus de prières locales plusieurs siècles avant. Et là encore, nous ne sommes pas dans un ésotérisme, mais plutôt dans de l'occultisme, par ailleurs assez typique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourtant, je sais, ce commerce basé sur les pratiques occultes de l'abbé Julio est très actuel et génère pas mal de clients et donc pas mal d'argent. Mais bon, là je m'égare un peu, c'est pas le sujet du jour. C'était tout ça pour vous dire que si vous pensez que l'ésotérisme est une carte et l'occultisme un territoire et donc l'ésotérisme serait la carte, eh ben tout ça c'est faux. L'ésotérisme, s'il est une carte, se réfère au territoire du monde qu'il appellera lui-même exotérique, c'est-à-dire le monde réel qui est commun à tous, et pas du tout au monde dit occulte, qu'il soit le monde occulte ou les mondes occultes. L'occultisme, quant à lui, s'occupe vraiment de mondes alternatifs qui sont différents d'une autre dans leur nature même.
Mais dans les deux cas, il arrive fréquemment que des ésotéristes et des occultistes se réfèrent à la tradition, par exemple. Vous avez peut-être aperçu la tradition dit que, ou bien telle que la tradition l'enseigne aux initiés. La tradition est un label qui fonctionne bien aussi. Et c'est une notion qui est beaucoup plus importante qu'on ne le suppose. Elle fait aussi agiter des imaginaires, mais j'y reviendrai bientôt et assez longuement, il me semble. Pour l'instant, nous avons vu qu'il n'y a pas de rapport organique entre l'ésotérisme et l'occultisme. L'un n'est pas la carte, un référentiel, et l'autre n'est pas le terrain de chasse du premier. Lorsque des chercheurs vont emprunter à l'autre discipline, ne sont pas vraiment à leur place, ils ne vont pas forcément se sentir à l'aise, mais on sent aussi qu'il y a une force d'attraction, on va dire idéologique, une sorte d'angle commun, ou si vous voulez, un anneau qui les rassemble tous, et cet anneau s'appelle parfois la gnose, parfois la tradition, parfois l'initiation. Et par praticité, l'occultisme et l'ésotériste, pour éviter de trop en dire ou révéler qu'ils ont un certain vide d'accès, vont souvent se référer au secret. Et c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut.